Bonjour à tous et bienvenue au cœur du travail parlementaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, le trafic de drogue. Cela représente en France près de 3 milliards d'euros, une somme gigantesque, drainée par des réseaux puissants. Alors que peut faire l'État face à ce fléau? Et surtout, le législateur est-il puissant à lutter contre le trafic de drogue? La commission des lois examine une proposition de loi qui vise à lutter contre les trafiquants de drogue et contre le marché des stupéfiants en France. Alors le texte a déjà été voté à l'unanimité par le Sénat. Il arrive maintenant devant l'Assemblée nationale qui s'en empare en le modifiant sans doute, puisque 500 amendements ont été déposés. Ce n'est pas rien. Ce mardi 5 mars, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau sont auditionnés, deux ministres côte à côte face aux députés. C'est tout de suite sur LCP. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président, saluer les rapporteurs, les parlementaires de la Commission des lois, Monsieur le ministre d'État, cher Bruno, et bien évidemment les administrateurs qui ont travaillé auprès de vous, ainsi que les cabinets, comme l'avait dit Monsieur le Président de la Commission des lois. C'est une initiative sénatoriale qui nous pousse à étudier un texte dont la République a bien besoin, qui consiste grosso modo du point de vue de la chancellerie, de pouvoir, vu la menace qui nous concerne de la criminalité organisée, qui a été à la fois soulignée par votre rapport et par les rapporteurs, et qui est documenté, je crois, tous les jours depuis de nombreuses années, qui touche beaucoup de pays autour de nous. On peut penser à la Belgique et aux Pays-Bas, qui n'ont pas su se réveiller à temps, ou à d'autres grandes démocraties, comme les États-Unis, dont la première cause de mortalité, aujourd'hui, la drogue de synthèse appelée le fentanyl, qui naît elle-même d'organisations criminelles mexicaines et d'autres pays qui n'ont pas su être arrêtés à temps. Le principe donc de ce texte, pour lequel la chancellerie a apporté des modifications décisives lors de la discussion au Sénat, c'est d'adapter notre système judiciaire au même titre que nous l'avons adapté et spécialisé pour la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, mutatis mutandis, puisqu'il ne s'agit pas évidemment des mêmes difficultés, ni même du même nombre de dossiers, ni même du même nombre de morts. Il y en a beaucoup plus pour la criminalité organisée. C'est la spécialisation de l'intégralité de la chaîne pénale, les services du ministère de l'Intérieur, je n'y reviendrai pas. Et puis, si on va partir de l'article 2 de votre proposition de loi, un parquet spécialisé, criminalité organisée et plus simplement anti-stupéfiants, des juridictions, des magistrats spécialisés, les procureurs, un parquet qui suit les personnes en détention, des magistrats spécialisés pour l'instruction, des magistrats spécialisés pour l'application des peines, comme il en existe dans le terrorisme, un régime de détention particulier, c'est les amendements que j'ai introduits dans des prisons particulières, qui n'a pas besoin de la loi pour être créées, et puis évidemment un certain nombre de techniques ou de fonctionnement. Et donc ce parallèle avec le terrorisme qui ne doit pas se confondre, c'est pour ça que nous n'avons pas proposé la fusion entre le PNAT et le PNACO, entre le parquet national antiterroriste et le parquet national criminalité organisée, mérite d'être souligné. C'est bien ce parallèle avec le terrorisme qui a montré ses preuves, je crois, dans notre pays depuis 2015 et depuis les grands attentats que nous avons connus. Et même s'il y a encore des attentats, on s'aperçoit que notre système policier et judiciaire est, de l'avis de tous, efficace, notamment contre les organisations criminelles extérieures. Nous sommes aujourd'hui dans cette construction pour sortir du droit commun la criminalité organisée, pour l'amener dans une spécialisation qui a été soulignée en matière évidemment de prise à parole. On parlera du statut du repenti, des techniques de renseignement ou de la spécialisation de la détention. Évidemment, la différence est assez forte avec le terrorisme, puisque aujourd'hui, dans les prisons françaises, nous avons 17 000 détenus pour criminalité organisée en lien avec le trafic de stupéfiants, ce qui fait évidemment un contentieux très, très important. Ces détenus se partageant entre la détention provisoire en attente d'être jugés et les condamnés pour peine. Il ne s'agit pas de mettre les 17 000 détenus, si je ne prends que le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans les prisons françaises, donc sans parler de ceux qui viendraient évidemment à s'y trouver par l'action de la police et par l'action de la justice. Il ne s'agit pas de confier à ce parquet national, à ces magistrats et à ces prisons l'intégralité de ces 17 000 personnes, mais bien de pouvoir regarder par le renseignement criminel que nous allons développer, comme l'ont fait d'autres pays autour de nous. Je pense évidemment à l'Italie, au moment où il y a des menaces sur les agents pénitentiaires, de la corruption sur les agents pénitentiaires, sur les greffiers, sur les agents publics de manière générale. On a évoqué les douanes tout à l'heure, mais ça peut être le cas de beaucoup d'agents publics ou qui concourent au service public. Au moment où il y a des menaces extrêmement fortes sur des directeurs de prison, des agents pénitentiaires, des enquêteurs, des avocats, des magistrats,
des journalistes, et comme on l'a vu dans les pays qui nous entourent, Belgique et Pays-Bas, parfois des menaces mises à exécution, évidemment qui vient toucher la façon même dont l'État a organisé la lutte contre la criminalité organisée, et puis la surface financière de ces personnes qui est extrêmement importante, les techniques qu'elles utilisent de recherche et développement, y compris dans la production de drogue, dans le blanchiment ou dans l'organisation de leurs télécommunications, fait que, évidemment, nous devons nous concentrer sur le haut du spectre quand nous créons ce parquet national. Il n'aura pas vocation à s'occuper des 17 000 détenus, par exemple, mais sans doute d'un certain nombre de dossiers qu'ils pourront organiser avec les autres juridictions. Ce PNACO ne venant pas remplacer les GIRS et ne venant pas remplacer les infragirs, c'est donc ce qui se passe dans tous les parquets de France et dans toutes les juridictions de France, mais venant, comme le fait le PNAT ou comme le fait le PNF pour deux dossiers spécialisés, même si c'est difficile de comparer les dossiers, prendre le haut du spectre, coordonner le travail que feraient et que font les GIRS. On aura l'occasion d'évoquer avec le rapporteur Corr notamment la question de la cosaisine. Et puis, bien sûr, incarner une doctrine de renseignement criminel avec les liens de services de police, incarner à l'international le travail que nous allons faire dans la criminalité organisée, quand on sait que beaucoup de nos objectifs sont à l'étranger ou demandent une coopération étrangère, incarner évidemment un travail voilà, de prise à partie publique et de l'opinion, comme le fait par exemple le PNAT sur les affaires du terrorisme. Donc cette création du parquet national est finalement une clé de voûte de l'ensemble du changement judiciaire. Il n'est pas le seul. Le PNACO tout seul n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Il n'a d'intérêt que s'il est filé dans sa métaphore sur l'intégralité de la chaîne judiciaire. On aura beaucoup à travailler autour de ce PNACO. Donc, au lendemain des travaux du Sénat, j'ai demandé, pour éclairer nos discussions, à un procureur, celui de Fontainebleau, de s'entourer d'une équipe importante de spécialistes du ministère de la Justice, d'établir un rapport d'étape, un premier rapport d'étape qui permet de voir que serait ce parquet national, combien de magistrats il faudrait, quel pouvoir d'évocation il aurait, comment il fonctionnerait, où serait-il situé, dans quel temps nous pourrions le mettre en place, qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour être utile à la République. Ce rapport m'a été rendu, vous l'avez vu ce matin, aussitôt reçu, je l'ai transmis à votre président de commission des lois, qui vous l'avait fait parvenir, je crois, voilà, quelques dizaines de minutes, et qui éclairera, je l'espère, les débats pour notamment la constitution de l'article 2, et qui modifiera, je sais qu'il y a des amendements déjà déposés par le rapporteur Corr, par le député Huyghe et puis bien sûr par d'autres parlementaires, qui complétera utilement le travail qu'a pu faire le Sénat sur ce parquet national. Indépendamment de ce parquet national, qui bien sûr a attiré l'œil médiatique et qui est un clé de voûte très, très intéressant, je voudrais attirer le deuxième point sur le régime de détention. Au Sénat, venant d'arriver à la chancellerie, n'ayant pas eu le temps d'élaborer ces amendements, j'ai pris l'engagement, puisqu'il y a des articles qui se rattachent au régime pénitentiaire. D'ailleurs, les sénateurs Durin et Blanc, dont je voudrais aussi saluer le travail et l'unanimité du vote au Sénat, à la suite des discussions que nous avons pu avoir, quels que soient les groupes politiques, sur cette question, avaient évoqué la question pénitentiaire, avec quelques discussions dès le texte initial, ce qui nous permet évidemment de combattre toute idée de cavalier, en imaginant peut-être des choses qui n'étaient pas à la hauteur, si je peux me permettre, des difficultés que nous connaissons dans nos prisons et que, sans doute, l'affaire Amra a particulièrement révélé. Que s'agit-il dans l'affaire Amra? Un homme qui était connu de diverses GIRS, mais pour lequel ces GIRS ne s'étaient pas tout à fait parlé, une mise en détention provisoire parce qu'il n'était pas condamné définitivement à la maison d'arrêt d'Évreux, qui est une maison d'arrêt tout à fait respectable, mais qui n'est pas la prison la plus sécurisée que nous ayons, puisque les prisons les plus sécurisées que nous ayons aujourd'hui sont des prisons pour peine, des gens qui sont en général définitivement condamnés, a réussi, après plusieurs tentatives, nous a dit d'ailleurs le rapport d'inspection commandé par mon antéprédécesseur, M. Dupond-Moretti, a essayé de s'évader, puis a réussi à s'évader lors d'une extraction présentée devant un juge d'instruction à Rouen, au retour de son audition devant le juge d'instruction, qui a duré que quelques minutes, j'en parlerai lorsqu'on évoquera la visio, pour finalement connaître le drame d'Incarville, où 2 agents pénitentiaires ont été assassinés en pleine journée, de sang-froid, à la Kalachnikov, et 3 autres étant grièvement blessés. Et puis 9 mois de cavale pour qu'enfin les services enquêteurs et les magistrats puissent reprendre la main non seulement sur M. Ambra, mais sous réserve évidemment des décisions définitives de justice, manifestement de plusieurs dizaines de personnes qui l'ont aidé ou qui l'auraient aidé à pouvoir s'évader. Cela nous montre à la fois la faiblesse du renseignement criminel qu'est le nôtre. Nous ne sommes pas capables jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, au moment où je parle, de dire quels sont les profils exacts de l'intégralité des détenus que nous avons dans nos prisons, et notamment en détention provisoire. Le PNACO va réussir, avec les services du ministère de l'Intérieur,
à personnaliser à 360 degrés quelle est la dangerosité d'une personne, ça c'est très important. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de les mettre dans un régime de détention, ces personnes particulièrement dangereuses, qui leur permettent de ne pas menacer, de ne pas corrompre, de ne pas continuer à diriger leur point de deal, de ne pas commander des assassinats et de ne pas surtout pouvoir s'évader dans des conditions aussi meurtrières que l'aurait fait M. Amra. Il s'agit donc d'imaginer des prisons de haute sécurité afin de ne pas les mélanger avec l'essentiel des autres détenus. On parle de 600 à 800 personnes sur les 82 000 détenus. Donc il faut évidemment distinguer les détenus entre eux et ne plus les distinguer selon leur statut dans la justice. Je suis en détention provisoire parce que j'attends mon procès et donc je suis en maison d'arrêt et je suis condamné, donc je vais dans la prison pour peine. Mais bien de les distinguer selon leur dangerosité. Ai-je une capacité à m'évader, à corrompre, à commander des assassinats et à pouvoir faire la même chose qu'a fait notamment ou qu'aurait fait monsieur Amra. Il s'agit donc d'un changement radical dans le fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas du statut législatif. Et à ce titre, nous allons pouvoir créer des prisons de haute sécurité sans le Parlement. Mais ce que nous ne pouvons pas créer sans le Parlement de façon sécurisée, c'est le régime de détention qui va s'appliquer à ces personnes dans ces prisons ou dans des quartiers de certaines de ces prisons, parce que moi-même ou mon successeur ou ma successeur pourra, s'il le souhaite, au lieu de construire des prisons de haute sécurité, prendre des parties de prisons où on appliquera un régime de détention particulier. Ça existe déjà. Il y a des régimes d'isolement, par exemple, et puis des régimes de droit commun dans chacune des prisons françaises. Je me suis inspiré directement du modèle italien. L'Italie a inventé la mafia, mais elle a aussi inventé l'antimafia, où ça a été dit pour le millier de repentis au système italien, mais aussi aujourd'hui à peu près 900 personnes qui relèvent de la criminalité organisée mafieuse en Italie, sont dans 24 quartiers spécifiques de régime de détention qui reprend à la virgule près ce que j'ai proposé dans mon amendement au Parlement. Un régime de détention extrêmement strict, il faut bien l'avouer. D'abord, c'est une mesure administrative. C'est le garde des Sceaux qui prend une mesure administrative pour mettre telle personne, quel que soit son statut, dans la prison en régime de détention strict. Il le prend parce qu'il a pu être motivé par les services du ministère de l'Intérieur, par ses propres services, notamment l'administration pénitentiaire, dans un document, un arrêté qui est évidemment publié et qui est donc attaquable devant le juge administratif, bien évidemment, pour une durée de 4 ans, puisqu'aujourd'hui c'est le modèle italien, nous en reparlerons, et renouvelable, bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est un sujet de fonctionnement de cette détention. Aujourd'hui, un détenu peut téléphoner 24 heures sur 24 avec un téléphone fixe dans sa cellule. Les personnes les plus dangereuses sont écoutées par les services de renseignement pénitentiaire, évidemment, devant les milliers de détenus possibles qui présentent une difficulté particulière, puisque se rajoutent à la criminalité organisée toutes les personnes qui relèvent du terrorisme. Ces difficultés sont nombreuses. Et aujourd'hui, même avec des outils d'intelligence artificielle qui d'ailleurs ne sont pas à la main du ministère de la Justice, cela n'est pas possible. Et donc, comme nous le faisons en Italie, nous proposons de réduire ces accès au téléphone fixe de la cellule. Le troisième sujet, c'est la mise en place d'hygiaphones pour les parloirs. Aujourd'hui, depuis une directive européenne, à la fois les fouilles systématiques et l'hygiaphone ont été abolies. Le fait de le distinguer pour certains détenus les plus dangereux, comme c'est le cas notamment en matière de terrorisme, mais comme c'est le cas en Italie pour la mafia, et pour toucher quelques centaines de personnes, serait rétabli pour ces personnes. Le fait évidemment aussi d'éviter les extractions judiciaires, qui posent des problèmes évidemment très importants pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les agents pénitentiaires, non pas en phase de jugement. Et là, l'amendement que je propose est moins disant que nos amis italiens. En Italie, du début jusqu'à la fin, y compris sur les phases de jugement, la personne reste dans sa prison, dans la prison pour écouter le juge, voire même le prononcé du jugement. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait de l'idée que la visio pourrait exister pour ces 700 à 800 personnes. Il ne s'agit pas d'appliquer ce régime de détention à tous les détenus de France, pas aux 82 000, mais juste aux 600, aux 700, 800 les plus dangereux et validés comme tels par les magistrats. Nous y reviendrons sur le fait que tous les actes préparatoires, notamment la discussion qu'on peut avoir avec un juge d'instruction par ailleurs, puisse se faire en visio, sauf si le magistrat s'y oppose, puisqu'évidemment le magistrat peut s'y opposer et évidemment opposer à la visio qui pourrait être généralisée. Mais on renverse la charge évidemment de la difficulté. Je ne dis pas que
L'ensemble de ces mesures aurait empêché à coup sûr M. Ambra de s'évader, mais il est certain que s'il n'avait pas été devant ce juge d'instruction pour un moment qui a duré que quelques minutes, si la maison d'arrêt d'Évreux avait été remplacée par une prison pour peine, s'il avait un régime de détention qui aurait été plus attentif à sa dangerosité, on aurait pu penser que les choses sont évidemment extrêmement différentes aujourd'hui. En tout cas, ce régime de détention d'une part, ce régime de visio d'autre part, qui concerne, vous avez compris, qu'une partie infime de détenus, mais extrêmement dangereux, fait partie des amendements nouveaux que j'ai introduits, devant les difficultés que pose évidemment ce régime de détention extrêmement strict. Évidemment, le débat parlementaire évidemment va nourrir le débat qu'on pourra avoir. J'ai décidé de saisir le Conseil d'État sur ces deux amendements. Le Conseil d'État se réunira en section intérieure la semaine prochaine. J'ai eu un échange avec le président de la section intérieure du Conseil d'État et je lui ai proposé de venir le défendre en personne en section intérieure du Conseil d'État. Je leur ai dit que le président de la Commission des lois et les rapporteurs, s'ils souhaitaient, étaient les bienvenus à la demande du président Thiault. Puis l'Assemblée générale du Conseil d'État décidera ce qu'il souhaitera. Moi, je donnerai public le rapport du Conseil d'État. Et postérieur à la Commission des lois, s'il faudra modifier le texte en séance, nous modifierons le texte en séance pour qu'il soit évidemment vu d'un point de vue constitutionnel et que chacun comprenne que ce sujet, me semble-t-il, peut nous rassembler collectivement. Ce sont des dispositions qui ont été validées par toutes les institutions européennes et les cours de justice européennes, puisqu'elles sont mises en place par nos amis italiens depuis très longtemps désormais, d'ailleurs sous un gouvernement social-démocrate qui avait à lutter contre évidemment la difficulté de la mafia organisée. Je terminerai peut-être sur deux autres points très rapides, Monsieur le Président. Le premier, c'est évidemment le statut du repenti qu'a évoqué Monsieur le rapporteur Pauget. Nous sommes en accord avec la position du rapporteur Pauget vis-à-vis de vos collègues du Sénat. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'on va appeler les articles détention avant le statut du repenti, c'est qu'en Italie, le statut du repenti fonctionne non pas parce qu'on a une immunité, mais parce qu'on n'a pas le même régime de détention que ceux qui ne parlent pas. Donc le régime de détention, comme il est extrêmement difficile, agit comme étant quelque chose de très difficile quand on va en prison et qu'on prend 15 ans, 20 ans, voire plus de réclusion criminelle. L'une des négociations qu'a l'administration de la justice, c'est pas tu vas pas en prison même si tu as tué et que tu as fait un crime de sang, c'est si tu parles, tu ne vas pas dans le même régime de détention que celui qui ne parle pas. Donc c'est ce qui manquait à la proposition de loi et à l'attractivité, si j'ose dire, du statut du repenti, c'était sur le modèle italien qui marche extrêmement bien. C'était la négociation autour du régime de détention et éventuellement de la peine, mais on en parlera lors de la discussion du sénateur Pauget. Et l'autre sujet, c'est évidemment, mais le ministre de l'Intérieur le dira mieux que je ne peux le faire, mais c'est un point important aussi pour le ministère de la Justice, c'est évidemment toutes les infractions et tout le travail qu'on a autour du produit, puisque jusqu'à présent, nous pourrions dire que collectivement, nous travaillons sur les saisies et sur les interpellations, et que ce texte vient parler du financement et du blanchiment, avec un certain nombre de moyens qui d'ailleurs sont de plus en plus technologiques. Et d'ailleurs, je réfléchis, Monsieur le Président, et j'en terminerai par là. Et d'ici la séance, j'espère que je pourrai de nouveau documenter cela auprès des parlementaires, mais le timing, effectivement, est assez serré pour en discuter, que ce PNACO, qui pourrait naître... alors je l'espère autour de début de l'année prochaine, voilà, qui permettrait de recruter des magistrats spécialisés. Il faut faire des travaux, il faut protéger tout ça, protéger les communications et évidemment faire que tout ça fonctionne très rapidement. Puisse avoir une dimension cyber, puisque sans doute que la marche, puisque là nous avons un train de retard, autant avoir un train d'avance, que ce parquet national anti-criminalité organisée soit aussi un PNACO cyber, puisqu'on sait très bien que demain et après-demain, les systèmes de blanchiment d'argent, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, les systèmes de blanchiment d'argent utiliseront les cryptos, le dark web et toutes les mesures que la technologie offrira. De même qu'il y a un parquet national antiterroriste qui a les crimes de l'humanité, les crimes de guerre. C'est pas simplement le parquet national antiterroriste. Nous réfléchissons, et peut-être que je le proposerai à la séance publique, après le rapport que me feront les inspecteurs que j'ai commandé. Nous ferons un parquet national criminalité organisée et de lutte contre la cybercriminalité, dont l'essentiel du travail, c'est évidemment du blanchiment ou de l'argent qui est désormais dans des complexes techniques qui dépassent un peu les enquêteurs et les magistrats, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts d'ici là. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président. Il n'y aura pas d'autres amendements présentés par le gouvernement, sauf si Monsieur le rapporteur Corr ne prend pas l'intégralité des propositions et des recommandations de la mission. Très bien, merci. Puis je note en effet votre volonté de saisir le Conseil d'État, qui me semble être une bonne initiative. Merci, Monsieur le ministre d'État. Nous allons maintenant entendre Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État et ministre de l'Intérieur.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, cher Gérald, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés. Un mot pour vous donner une idée de ce que peut être aujourd'hui le déferlement sur notre territoire, dans notre pays, du narcotrafic. Nos services qui travaillent formidablement bien ont intercepté en matière de cocaïne, en 2023, 23 tonnes de cocaïne. Un an après, c'était un peu plus de 50 tonnes, plus de 2 fois plus. Et pour autant, le prix du gramme n'a pas augmenté. Il a même plutôt baissé. Ce qui veut dire que malgré les prélèvements que nous pouvons faire sur ces trafics, les quantités qui arrivent et qui arrivent à 80% via les ports, c'est la raison pour laquelle il y a, et vous verrez, une disposition pour une meilleure surveillance de nos ports, eh bien, ces quantités sont absolument faramineuses. Aujourd'hui, on peut dire que les drogues les plus dures sont disponibles partout et tout le temps. Partout, bien sûr, en ville, dans les quartiers, mais aussi dans la ruralité, dans nos villages, dans nos campagnes, et aussi, bien sûr, sur les territoires d'outre-mer qui, bien souvent, sont traversés par ces routes, justement, de la drogue, qui, bien souvent, ont des fragilités, une jeunesse parfois qui est au chômage, une pauvreté, et ces fragilités les offrent en réalité en proie au narcotrafic. Ce narcotrafic, il est à la fois la cause racine de l'hyperviolence qu'on voit partout en France, mais il est aussi désormais devenu, je crois, une menace existentielle sur nos institutions. Bien sûr, il y a des morts, mais avec le phénomène de corruption, on peut désormais parler de phénomènes existentiels, de menaces, notamment sur un certain nombre de nos institutions. Et c'est la raison pour laquelle nous avions, il y a plusieurs mois, fait le parallèle entre le combat contre le terrorisme et le combat contre la criminalité organisée, parce que ce sont deux causes qui doivent être deux causes nationales, qui appellent un certain nombre de réponses similaires, bien que comparaison ne soit pas forcément raison. C'est donc une affaire de combat vital d'abord pour sauver des vies. Je suis stupéfait, semaine après semaine, de constater le rajeunissement épouvantable de ceux qui sont tués et de ceux qui tuent. Le narcotrafic, c'est, vous le savez bien, à la fois des enfants soldats et des enfants victimes qui ont pour perspective, en tout cas la perspective que les narcotrafiquants leur promettent, un chemin de larmes et un destin de sang. Et ce combat vital, bien entendu, est vital au sens premier du terme pour sauver des vies. Il est vital aussi au sens de la nation et de nos intérêts fondamentaux. Si demain, nous laissions s'enquister sur notre territoire de véritables narco-enclaves, si demain, nous laissions prospérer sur notre territoire des méthodes de corruption qui atteindraient, encore une fois, nos institutions, eh bien, je pense que nous pourrions basculer dans autre chose que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, que d'autres États peuvent connaître. C'est une alerte. Je pense que le moment est venu de reprendre le contrôle. Ce sera un combat qui nécessitera énormément de volonté, qu'on ne réglera pas en quelques mois, ni en quelques années, parce que ce phénomène, il est planétaire, il est mondial, et il engage des milliards et des milliards d'euros. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il y a besoin d'un nouvel arsenal. Nous discuterons évidemment d'un certain nombre de points, mais on a fait tout à l'heure le parallèle avec les terroristes, mais quand j'étais président du groupe au Sénat, nous avions déclenché sur notre droit de tirage cette commission d'enquête, et déjà nous avions bien vu qu'il y avait des soucis en matière d'organisation de notre État pour mieux lutter contre la criminalité organisée. Je ne reviens pas sur ce que vient de dire le ministre d'État garde des Sceaux, simplement la spécialisation de la chaîne judiciaire, du PNACO jusqu'au juge d'application des peines en passant par cette cour spéciale, appelle aussi évidemment
une nouvelle organisation de la part du ministère de l'Intérieur. Cette nouvelle organisation, elle est finalement assez proche, et le parallèle de ce point de vue-là opère parfaitement avec ce qui a été fait sur le terrorisme. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'an passé, nous avons déjoué 9 attentats, pour 3 fois plus qu'il y a 3 ans? C'est parce que nos services se sont professionnalisés, mais surtout parce qu'il y a une nouvelle organisation qui a permis de faire en sorte que nos services, les services de renseignement, les services d'enquête, se coordonnent beaucoup plus, se parlent beaucoup plus. C'est là, en réalité, le point majeur si demain on va être beaucoup plus efficace. Ce que nous proposons, le premier texte du Sénat avait proposé de faire en sorte que le FAST soit vraiment la colonne vertébrale. Le problème est qu'il ne s'agit pas seulement du narcotrafic, mais aussi de la criminalité organisée. Même si souvent le narcotrafic constitue une sorte de colonne vertébrale. Mais la criminalité organisée associe bien d'autres criminalités, le proxénétisme, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, de cigarettes, etc. etc. Donc la proposition que nous vous faisons, qui n'est pas d'ordre législatif, en lieu et place de l'article 1, c'est que, exactement comme il y a un état-major permanent pour la lutte contre le terrorisme, de faire un état-major permanent. Il pourrait ouvrir dans quelques semaines, dès le mois d'avril, à Nanterre. Le chef de file, ce sera clairement la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la police judiciaire traite déjà plus de 80% des cas, des dossiers de criminalité organisée. Et ensuite, on réunirait, exactement comme les MAP pour le terrorisme, tous les services de renseignement et les services d'enquête des grands ministères qui doivent concourir, évidemment, à ce travail de coordination. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur avec nos services d'enquête, mais aussi de renseignement. Le renseignement pénitentiaire pour la justice, bien sûr Tracfin, etc. pour Bercy, y compris la DGSE pour le ministère des Armées. Mais sur cette plateforme, vous auriez donc en permanence, sous le chef de fila de la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire, à la fois des services de renseignement de 4 ministères. Donc la dimension interministérielle est vraiment très affirmée. Et bien sûr aussi les services d'enquête. Un même lieu et aussi une même direction, un même chef de fila. Ça a été la formule gagnante pour le combat contre le terrorisme. Ça le sera aussi demain contre la criminalité organisée. Ensuite, il faut un nouvel arsenal. Ce nouvel arsenal passe, bien sûr, on pourra en parler, c'est plutôt le ministère, enfin Bercy Économie et Finances qui portera ces articles-là, notamment sur le blanchiment, mais aussi sur la corruption. Sur le blanchiment, il y a déjà des outils. On ne partira pas de rien. De même que sur l'état-major, on va relier l'état-major à des outils territoriaux qui s'appellent aujourd'hui les CROSS, les cellules de renseignement opérationnel, qui demain s'appelleront des CROTSCO. Il y en a 104 partout dans le territoire, et ce qui permettra, là encore, d'avoir ce maillage très serré, parce que on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Plus on s'approche du terrain, plus on peut aussi aller vers le renseignement très opérationnel. Pour ce qui concerne le blanchiment, on a par exemple les CODAF, les comités départementaux de lutte antifraude, qui rassemblent à 360 degrés les services de l'État, qui sont coprésidés par les préfets et les procureurs. Et c'est fondamental. Vous aurez à examiner un article qui permettra, au-delà de ce que l'on connaît des polices spéciales, un préfet peut facilement fermer par exemple un débit de boisson, mais on pourra demain fermer d'autres commerces, y compris des locaux associatifs. Quand, évidemment, ici déroule un certain nombre de trafics. Mais je me souviens dans une ville où une boucherie, où un CODAF, sur une boucherie, avait repéré que la boucherie faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, le chiffre d'affaires moyen de cette boucherie par rapport au chiffre d'affaires déclaré, c'était le différentiel de blanchiment. Bien. Donc, ce sont des outils qui sont importants. Et aujourd'hui, quand on parle de blanchiment, on parle aussi de tous ces commerces qui fleurissent et qui doivent intéresser les services de l'État si on veut casser l'écosystème du narcotrafic.
parce que c'est bien de cela dont il s'agit, avec l'ensemble des services de l'État, y compris services vétérinaires sur des commerces de bouche, bien sûr le fiscal, le social, les douanes, etc. etc. C'est absolument fondamental comme arme, je pense décisive. Il y aura aussi dans l'arsenal, on en parlera, les techniques spéciales d'enquête. Je sais que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a 3 techniques que vous aurez à examiner dans l'article 8 et les suivants. L'algorithme, les interceptions satellitaires et le chiffrement. Ce que je veux dire, c'est que si ce texte-là devait ressortir sans aucune mesure qui permettrait que nous puissions lutter à armes égales en matière de ces nouvelles technologies, si demain il devait y avoir un texte débarrassé de toutes ces techniques spéciales d'enquête, il n'y aurait aucun texte. Il n'y aurait aucune enquête possible. Aucune. Pas plus que dans le terrorisme, pas plus qu'ailleurs. Tout commence par le renseignement. Je pourrais vous donner maints exemples. Tout commence par le renseignement. Et c'est toujours la dialectique du glaive et du bouclier. C'est-à-dire que ces organisations professionnelles se mettent au nec plus ultra des nouvelles technologies. Et si nos enquêteurs, si nos services sont en retard, alors nous ne lutterons pas à armes égales. Vous avez auditionné, monsieur le rapporteur, un certain nombre de nos services. Ils vous l'ont dit mieux que moi, avec leur propre expérience, mais j'ai encore en tête un certain nombre d'affaires récentes où on a bien vu que quand on est privé de renseignements, on ne peut pas aboutir à des conclusions, je pense, heureuses. Je terminerai aussi sur le dossier coffre, ce qu'on appelait le dossier coffre, qu'on appelle le procès verbal distinct. Je pense que ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'ailleurs, puisqu'on avait le témoignage anonyme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que nos amis belges l'ont expérimenté et d'ailleurs la CEDH avait eu à émettre un avis positif au regard de l'article 6 de la Convention sur le droit à un procès équitable. Mais ce qui est fondamental, on en reparlera sur ce procès verbal distinct, c'est que quand on a ces organisations professionnelles en face de soi, il faut faire très attention de ne pas livrer des noms d'informateurs, des noms d'enquêteurs qui pourraient demain avoir des menaces, y compris des menaces absolument vitales. Ce dossier, en tout cas ce procès verbal distinct, est très important. Le Sénat avait une première écriture, nous l'avions modifié pour tenir compte d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il y en a désormais 2, une beaucoup plus récente de 2023, et le rapporteur Vincent Cor veut parfaire cette écriture pour qu'on puisse avoir un encadrement qui soit satisfaisant. Je pense que cet encadrement, il le sera. Il le sera d'autant plus que du début à la fin, cette procédure sera soumise à l'œil du juge judiciaire, ou du procureur, puisque celui qui devra créer ce dossier distinct, ce sera ou le juge d'instruction ou le procureur de la République, bien entendu. Ensuite, vous aurez le JLD et la décision du JLD pourra être contestée, examinée par la chambre de l'instruction. Donc on voit bien que au départ, à mi-chemin et en fin de bon, vous aurez le regard d'un juge. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui apportera une garantie importante. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Un mot peut-être aussi pour la plateforme Pharos. Quand je vous disais tout à l'heure que les drogues les plus dures sont disponibles partout et tout le temps, c'est parce que désormais, ce n'est pas seulement les points de deal, mais c'est la drogue qui vient au consommateur par l'Ubersheet. Et il faut évidemment donner la possibilité à Pharos, qui est une plateforme que vous pouvez saisir et qui est en mesure de retirer des contenus, des vidéos, etc., dès lors que ces vidéos visent la finalité terrorisme ou la finalité, par exemple, pédocriminalité. Eh bien, je pense qu'il faut aussi que pour le trafic de drogue, les ventes, etc., il puisse y avoir la même procédure pour que la plateforme puisse retirer ces contenus pour que nous puissions, encore une fois, avoir un arsenal à la hauteur
de ce que nous voulons organiser. Je conclurai en disant que, puisqu'on a fait le parallèle entre le terrorisme et la criminalité organisée, et ce sera le cas pour les techniques d'enquête spéciales, l'objectif est, notre droit français vise à faire en sorte qu'on autorise des techniques spéciales en fonction de ce qu'on appelle des finalités. Ça a été le cas, par exemple, d'abord dans les années avec le texte fondateur de 2015 pour le terrorisme. Ça a été le cas plus récemment sur les ingérences étrangères. Là, ce qui va vous être proposé, c'est d'avoir la finalité criminalité organisée, de la rehausser comme menace existentielle pour pouvoir en contrepartie utiliser des méthodes, des techniques spéciales d'enquête. Je veux simplement vous dire que depuis Mohamed Amra Toulouse, le terrorisme a fait un peu moins de 280 morts. C'est énorme. Mais la criminalité organisée, l'an dernier, en 2024, c'est 110 morts. Voilà. Donc, quand on parle de menace, elle est là et ça se traduit en victime. Voilà ce que je voulais vous dire pour poser les termes d'un débat que nous pourrons approfondir si vous le souhaitez. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau déterminés à frapper fort contre le trafic de stupes en France. Les ministres soutiennent la proposition de loi transpartisane pour renforcer l'arsenal répressif contre les narcotrafiquants. Ce texte prévoit notamment la création d'un parquet spécialisé chargé de lutter contre la criminalité organisée, mais aussi une série de mesures contre le blanchiment pour frapper les trafiquants au portefeuille. Enfin, une refonte du statut de repenti. Une autre disposition radicale fait débat. Elle ne figure pas telle quelle dans le texte, mais elle est portée par un amendement défendu par Gérald Darmanin en personne. Cet amendement prévoit d'isoler les détenus les plus dangereux dans des prisons de haute sécurité. Autant vous dire que la mesure fait débat. Vous allez le voir, il n'y a pas forcément de consensus au sein de l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi. Place aux questions. On se retrouve tout à l'heure. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs de groupe pour une durée de 4 minutes. Monsieur Jocelyn de Signy pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Depuis 30 ans, les gouvernements ont échoué à juguler le fléau de la drogue. Au nom d'une doctrine faussement pragmatique, nos dirigeants ont préféré composer plutôt qu'agir, tolérer plutôt que combattre. Sous couvert d'un pseudo-maintien de l'ordre dans les cités, on a fermé les yeux sur la gangrène du trafic. Résultat, des quartiers entiers sont livrés aux dealers, devenus des zones de non-droit. En janvier dernier, encore, un gendarme a été abattu dans le Nord lors d'une opération anti-drogue. Nous ne faisons plus face à une délinquance ordinaire, mais à de véritables organisations criminelles qui n'ont plus peur de l'autorité républicaine. Voilà là où nous mène le laxisme. Chers collègues, ouvrons les yeux. Le poison des drogues s'est répandu jusque dans nos campagnes. Il n'y a plus un seul territoire à l'abri de ce fléau. Qui aurait imaginé une petite ville normande de 1000 habitants devenir le théâtre d'un narcotrafic international avec 800 kilos de cocaïne échoués sur ses plages? Ce qui relevait de l'inimaginable est devenu notre réalité. Nous sommes aujourd'hui à un point de bascule. Or, qu'opposons-nous à ces nouvelles mafias? Une stratégie morcelée, des plans inefficaces, sans cap clair ni moyens suffisants. En dépit de l'arsenal légal parmi les plus répressifs d'Europe, la drogue circule plus que jamais. Un point de deal est démantelé, il renaît ailleurs en quelques jours ou pire au même endroit. Les saisies se multiplient mais ne représentent une infime fraction des flux croissants qui inondent notre pays. Plus nous luttons avec nos armes désuètes, plus les trafics se renforcent. Le Rassemblement national appelle à muscler d'urgence notre arsenal. Il s'agit aujourd'hui de changer radicalement d'approche et de paradigme. Assez de mesurettes. Nous devons frapper les trafiquants au cœur de leur système. Simplifions les procédures pénales pour rendre les enquêtes rapides et plus efficaces. Restreignons les moyens dilatoires qui permettent aux criminels d'échapper aux poursuites. Autorisons les perquisitions et écoutes téléphoniques pour mieux infiltrer les réseaux. Inspirons-nous des modèles qui fonctionnent. En Italie, la lutte contre la mafia a connu un tournant décisif lorsque l'on a osé faire appel aux repentis pour éliminer les parrains du crime. Pourquoi serions-nous plus timorés? Le cadre légal doit s'adapter à la réalité d'une criminalité hypermobile, structurée et ultra-violente. Dotons nos forces de l'ordre des outils techniques du XXIe siècle. Nous demandons une réforme des moyens d'interception électronique, une lutte accrue
contre le blanchiment et une augmentation significative des effectifs et équipements spécialisés. Donnons à notre justice les ressources nécessaires, plus de magistrats spécialisés, plus de places de prison, un régime de procédure pénale permettant d'agir avec rapidité et efficacité. Comment tolérer que des trafiquants multirécidivistes échappent à la prison pour vice de forme ou que des enquêtes piétinent faute d'autorisation administrative? Attends, il faut lever d'urgence les obstacles juridiques et administratifs. Chers collègues, le Sénat a récemment montré la voie en adoptant à l'unanimité ce texte, salué comme fondateur. Notre groupe Rassemblement national soutiendra toute démarche qui va dans le sens d'une répression implacable du narcotrafic et d'une reconquête de nos territoires perdus. Nous serons néanmoins vigilants, plus question de demi-mesure ou de renoncement caché derrière des effets d'annonce. Les Français n'en peuvent plus des promesses non tenues pendant que leur quartier se dégrade et que leurs enfants tombent dans la toxicomanie ou pire sont pris pour cible. Sécurité, ordre, justice, voilà ce qu'ils attendent de nous. Chers collègues, notre responsabilité est historique aujourd'hui. En votant des mesures fermes, en donnant réellement aux forces de l'ordre et aux magistrats les moyens d'éradiquer les trafics, nous pourrons enfin inverser la tendance et protéger nos concitoyens. Face au poison de la drogue, opposons l'antidote de la fermeté républicaine. Débarrassons la France du piège du narcotrafic. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Guy pour le groupe EPR. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La France est aujourd'hui à un point de bascule, submergée par la cocaïne et gangrénée par les tueries et les violences. Depuis 2023, les opérations Place Nette se sont multipliées, mais si elles ont apporté de la tranquillité à nos concitoyens, elles semblent n'atteindre que les petites mains, tant il est difficile de cibler les chefs de réseaux criminels et les agents du blanchiment d'argent de la drogue. L'intensification des trafics et leur ramification internationale nous imposent d'être à la fois fermes et lucides afin de nous assurer que les politiques publiques mises en œuvre répondent pleinement aux réalités de terrain et aux attentes de nos concitoyens. Face à l'ampleur des phénomènes, nous avons la responsabilité en tant que parlementaires de mettre en œuvre ce sursaut national et de faire de la lutte contre le narcotrafic une priorité absolue. Un changement de paradigme est possible, mais aucune main ne doit trembler. On le sait, les sujets régaliens font rarement consensus dans l'hémicycle, mais je suis persuadé que sur un sujet d'une telle gravité, nous pouvons nous trouver des terrains d'entente. Nos concitoyens comptent sur nous. J'espère ne pas me tromper en disant que nous partageons le constat suivant. Face au narcotrafic, la réponse de l'État manque de moyens et souvent de cohérence. Nous devons traiter le sujet pour ce qu'il est, un véritable fléau économique et social qui finance la criminalité, affaiblit nos institutions et menace la cohésion nationale. Aucune zone ne doit être abandonnée aux trafiquants. Il nous faut restaurer l'autorité républicaine dans chaque quartier en démantelant les réseaux et en reprenant le contrôle des territoires perdus. Cette proposition de loi réformera l'architecture judiciaire avec la création d'un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, sur le modèle du parquet national financier et du parquet national antiterroriste. Il traitera les crimes les plus graves, constituera une incarnation de la lutte contre le narcotrafic et coordonnera les parquets spécialisés. La chaîne pénale sera spécialisée avec des magistrats et des juges d'application des peines spécialistes du sujet. Les services d'enquête seront renforcés avec la création d'un état-major criminalité organisée. Le texte cible aussi le blanchiment en instaurant un double mécanisme de gel judiciaire et administratif des avoirs et en permettant les fermetures administratives de commerces suspectés d'agir comme des blanchisseuses. Une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée, une interdiction du recours aux mixeurs de cryptoactifs qui permettent de rendre l'origine des actifs numériques intraçables sont également prévues. Côté renseignement, la proposition de loi facilitera le partage d'informations entre services et permettra l'expérimentation du renseignement algorithmique sur le modèle de ce qui se fait en matière de terrorisme. Le texte imposera aux messageries chiffrées de coopérer avec les autorités. Les préfets pourront prononcer des interdictions de paraître et un délit d'offre de recrutement sera créé. Enfin, le texte réforme le statut des repentis, le rendant plus attractif et élargissant aux crimes de sang.
Il introduira un procès-verbal distinct, appelé le dossier coffre, on en a parlé, stockant des preuves issues de techniques spéciales d'enquête, inaccessibles aux suspects et à leurs avocats, sauf en cas d'intérêt exceptionnel. J'ai une question pour chacun des ministres. Pour Monsieur le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, vous défendrez un amendement visant à créer un nouveau régime carcéral exceptionnel pour les détenus les plus dangereux. Pouvez-vous préciser sur quels critères de dangerosité reposera la décision de placer un détenu dans ce système? De la même manière, l'affectation dans les prisons de haute sécurité sera prévue pour une durée de 4 ans renouvelable. Pouvez-vous nous préciser sur quel fondement reposera cette décision de renouvellement? Et au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, merci. On a bien vu qu'il y avait la lutte contre le narcotrafic, merci, chers collègues, désolé, le blanchiment, ouais, et je me demandais si il n'aurait pas besoin... Si je commence à être souple, nous n'allons pas en terminer de la semaine. D'envisager un volet sur le trafic d'armes. La parole est à Antoine Néaumont pour le groupe La France Insoumise. Merci. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, messieurs les ministres, vous voulez sortir la France du piège du narcotrafic et nous partageons cet objectif, mais vous n'y arriverez pas avec cette proposition de loi. Vous n'y parviendrez pas parce que vous n'avez pas compris que lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est lutter contre un marché ultra-capitaliste qui fait rencontrer une offre et une demande. Or, cette proposition de loi ne réduira ni l'un ni l'autre. Je commence par la corruption. Le rapport de la mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants que j'ai mené durant 1 an et demi souligne cet enjeu central. Il insiste sur la question de la formation obligatoire pour comprendre les mécanismes corruptifs et s'en protéger. Que dit votre PPL sur la formation? Presque rien, elle est inefficace. Sur la question du blanchiment, vous êtes en dessous de la main, vous proposez des saisies administratives de petits commerces qui sont arbitraires et inefficaces pour lutter contre le haut du spectre. Sur ce sujet, mon déplacement au parquet de Paris était stupéfiant. J'y ai découvert que les personnes censées lutter contre le blanchiment n'ont même pas de logiciel pour le faire. Vous voulez lutter contre les capitalistes de la drogue en les tapant au portefeuille, acheter des logiciels à ceux dont c'est le travail. Votre logique, c'est de jouer les gros bras, mais jamais de mettre les moyens où il faut. Par exemple, avec la création du parquet national anticriminalité organisée, vous faites de la com, vous le ferez à moyens constants, vous allez donc prendre des moyens aux juridictions interrégionales spécialisées pour les confier à ce parquet. Mais ces juridictions ont d'autres fonctions que la seule lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment la lutte contre la fraude fiscale. Avec cette nouvelle organisation, vous allez donc affaiblir la lutte contre la fraude fiscale, vous allez déshabiller Paul sans habiller Jacques, c'est plus qu'inefficace, c'est contre-productif. Votre logique est celle d'un élargissement des moyens techniques au mépris du respect des droits, sans augmenter les moyens humains. Cela est vrai dans la justice comme dans la sûreté. Cette logique, on la retrouve avec votre volonté d'activer à distance les téléphones pour écouter ceux que vous suspectez d'être des criminels. Et peu vous importe que des individus sans rapport avec le trafic puissent être écoutés eux aussi. Cette logique, on la retrouve aussi avec votre volonté d'obliger les fournisseurs de messagerie à mettre des backdoors pour que les services de renseignement puissent accéder aux données. Peu vous importe, premièrement, que ce soit irrespectueux des libertés, deuxièmement, que ce soit d'un ridicule absolu. Car justement, ce qu'ont montré les dossiers EncroChat et SkyECC, c'est que les criminels utilisent des logiciels dont ils sont persuadés qu'ils sont sécurisés et impénétrables. Bravo les champions. Avec cette mesure, vous allez donc indiquer aux criminels quel logiciel ne pas utiliser sous peine d'être écoutés d'office. Vous voulez attraper des grands criminels? Faites comme la gendarmerie avec EncroChat, enquêtez, déchiffrez, agissez et commencez par fournir à la police un logiciel de saisie des procédures pénales fonctionnelles. 8 ans que vous êtes dessus, 15 millions d'euros dépensés, toujours rien. Le groupe LFI dépose aujourd'hui une résolution pour créer une commission d'enquête et faire la lumière sur ce fiasco. La question des moyens et renseignements humains, vous la traitez finalement avec les articles 17 et 18 qui concernent les infiltrés, avec les articles 19 et 14 qui traitent des informateurs et des repentis. Sur ces articles, vous trouverez notre appui. Cela est utile. Mais je le disais au début, vous n'avez pas compris que le trafic de stupéfiants est un marché ultra-capitaliste dont les têtes de réseau ne pensent qu'à s'enrichir. Pour appauvrir les trafiquants, il y a une mesure dont vous refusez de débattre, la légalisation du cannabis. C'est pourtant le moyen de sortir une immense manne financière des mains des trafiquants et d'utiliser cet argent pour la prévention et d'agir puissamment pour faire baisser les consommations, comme on l'a fait pour l'alcool. La baisse des consommations devrait être votre objectif, car toutes les personnes que j'ai auditionnées en 1 an et demi parviennent à une même conclusion. Sans baisse de la demande, on n'arrivera à rien. Or, vous ne traitez tout simplement pas de la question de la demande dans cette proposition de loi. Et sur ce sujet, vous êtes à la ramasse puisque vous faites des clips avec des doudous enflammés plutôt que d'informer les consommateurs sur les risques sanitaires de leur consommation, ce qui serait 100 fois plus efficace. La prévention, c'est pourtant le nerf de la guerre. Prévenir l'entrée dans la consommation, faire diminuer les consommations, lutter contre les addictions, voilà le seul moyen réellement efficace de faire reculer le trafic de stupéfiants. Cette proposition de loi ne résoudra rien. Si elle reste en l'état, nous voterons contre parce que
son titre est un mensonge. Elle ne nous permettra pas de sortir du piège du narcotrafic, elle nous y enfermera. Merci. La parole est à Colette Capdevielle pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Oui, le narcotrafic est un fléau qui gangrène toute la société, du bas jusqu'en haut. Les véritables victimes sont aussi toujours les plus fragiles, les mêmes quartiers défavorisés, les mêmes familles victimes collatérales, les petits consommateurs dealers victimes de mafia et enfin au bout de la chaîne, les consommateurs. Ce fléau a gagné les villes moyennes et même les zones rurales. La lutte contre le narcotrafic ne sera vraiment efficace, messieurs les ministres, qu'à la condition d'une coopération internationale réelle et efficace. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau, vous venez de le dire, 80% des produits stupéfiants passent par les ports. Cela veut dire qu'ils arrivent de l'étranger. À l'échelle de l'Union européenne, hélas, la coopération reste limitée à cause de cadres juridiques totalement différents entre États. Nous avons beaucoup de mal à harmoniser nos législations, souvent parce que tout simplement nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes méthodes et parfois même la même philosophie. En qualité d'élu du Pays Basque, à proximité d'une traversée des Pyrénées et de l'une des deux voies d'entrée principales, je sais l'importance. Je connais l'importance de cette coopération, mais je sais aussi, je le vis au quotidien, le choc de deux législations différentes à quelques mètres. D'un côté du pont, la consommation est totalement légalisée. De l'autre côté, elle est interdite. Donc la lutte ne sera vraiment efficace que par également une augmentation très significative des moyens matériels et humains, d'abord dans tous les services d'enquête dont le rôle est déterminant pour cibler les têtes de réseau et les faire tomber. C'est par les têtes qu'il faut faire tomber et pas par le bas du spectre. Le parquet national, vous avez raison, il est devenu indispensable. Mais attention, il ne faut pas oublier les GIRS. Elles ont démontré leur efficacité. On le sait et on a le recul suffisant pour voir le travail assez extraordinaire qu'elles ont fait en peu d'années grâce à un personnel des juges d'ailleurs et des greffiers ultra formés et ultra spécialisés. Donc sans ces deux piliers que sont la coopération internationale et les moyens à la hauteur de l'enjeu, la lutte revient finalement à passer un coup d'éponge avec le robinet toujours ouvert. Donc on a une proposition de loi qui est dense par ses enjeux et ses dispositions. Le groupe socialiste et apparenté se veut à la fois réaliste, responsable, mais aussi exigeant. La lutte contre le narcotrafic nous oblige à éviter tout populisme et des mesures d'affichage politique qui ne seront en fait d'aucune utilité pour lutter véritablement. Facilitons d'abord le travail des enquêteurs, celui des magistrats. Sécurisons, et simplifions enfin les procédures. Nous devons aussi protéger nos libertés individuelles et fondamentales. Attention aux atteintes aux droits de la défense et au principe du contradictoire avec ce fameux procès-verbal distinct auquel la défense n'aurait pas accès, à savoir vérifier la légalité de techniques spéciales d'enquête. Attention également aux atteintes à la vie privée et bien plus grave, un risque d'atteinte à la sécurité nationale, avec la question de l'accès ouvert sans contrôle au contenu de messagerie cryptée, véritable porte ouverte de l'activation à distance d'appareils fixes et introduction de fameux IMSI catchers dans les lieux privés. Attention encore aux atteintes aux droits fondamentaux, à la privation de liberté et surtout à la présomption d'innocence, avec la prolongation jusqu'à 120 heures de garde à vue pour les mules ou encore la généralisation de la CRPC en matière criminelle. On est sur un virage inquiétant en matière d'atteinte aux libertés. Il ne faut pas que cela masque en réalité un manque de moyens. Et je termine en disant que la dimension sanitaire, préventive et éducative fait défaut. Il faudra s'y atteler aussi de manière courageuse. La parole est à Olivier Marleix pour le groupe Droite républicaine. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs le rapporteur, mes chers collègues. Le narcotrafic est l'un des plus graves fléaux qui gangrène notre société, un poison pour les habitants de trop nombreux quartiers, aussi pour nos villages, un poison mortel pour tant et tant de jeunes, souvent des adolescents, emportés dans la drogue et soumis à ces lois infernales. Je pense notamment à ces jeunes filles de 14 ou 15 ans qui, après avoir vidé le maigre compte en banque de leurs parents, sont entraînées par des dealers dans la prostitution comme moyen de paiement de leur dose. J'ai rencontré chez moi à Dreux, dans ma permanence, des mamans désemparées et je dois avouer que c'est en tant que député
un des moments les plus douloureux, un moment de souffrance et de honte qu'on peut vivre en se disant qu'on n'a pas su protéger, que notre société, nos lois n'ont pas su protéger ses enfants. Avec un chiffre d'affaires estimé à 6 milliards d'euros par an, le trafic des stupéfiants finance des réseaux criminels de plus en plus puissants, violents et organisés. Ce sont des phénomènes nouveaux, ce n'est pas forcément 30 ans de laisser faire. 85 morts en 2023, dont 49 à Marseille. C'est un chiffre qui illustre cette guerre que les trafiquants mènent dans notre pays. Face à cette situation, il est donc temps de changer radicalement de braquet, être sans faille et à la hauteur du danger. Je voudrais saluer à l'initiative de l'ancien président Retailleau, qui a utilisé le droit de tirage de son groupe au Sénat pour créer cette commission d'enquête, et la PPL derrière des présidents et rapporteurs de cette commission d'enquête, Étienne Blanc et Jérôme Durin. Et bravo à vous trois d'avoir créé ce consensus autour d'un réveil de la nation face à la drogue. Les saisines de cocaïne ont presque doublé en un an, atteignant 44 tonnes en septembre 2024. Cela montre l'ampleur du trafic, mais aussi la nécessité de renforcer nos moyens de contrôle dans nos ports et nos aéroports. Pendant ce temps, les trafiquants s'adaptent, innovent, exploitent toutes les failles. Ils utilisent des messageries cryptées, ultra sécurisées, des drones pour surveiller nos forces de l'ordre, des crypto-monnaies pour blanchir leurs profits. Nos forces de l'ordre et notre justice luttent avec courage et détermination, mais font face à un déséquilibre alarmant. Seuls 3% des profits du narcotrafic ont été saisis en 2023. Ça veut dire 117 millions d'euros seulement sur un marché de plusieurs milliards. Pendant que nous confisquons quelques voitures et appartements, les cartels réinvestissent des fortunes dans leurs activités criminelles. Les chefs de réseau opèrent depuis l'étranger, à l'abri d'États non coopératifs qui bloquent les enquêtes. Et ça pose évidemment la question de la coopération internationale au-delà de ce texte. La création d'un parquet national anticriminalité organisée est une avancée évidemment importante. Il serait intéressant, monsieur le garde des Sceaux, que vous nous précisiez comment vous imaginez l'articulation avec les parquets locaux et notamment à partir de quel moment le pouvoir d'évocation doit se faire. La sécurisation de nos prisons est aussi un enjeu crucial car aujourd'hui le trafic continue derrière les barreaux. Certains détenus continuent de gérer leurs affaires, de passer des ordres, d'organiser leur réseau, comme on l'a vu avec Mohamed Amra, dont l'évasion a coûté la vie à 2 agents de la pénitentiaire, Fabrice Moello et Arnaud Garcia. Nous saluons donc évidemment la création des quartiers réservés à la criminalité organisée. Il serait intéressant que vous nous précisiez vraiment dans quel délai, qu'on n'attende pas des années de places de construction, mais c'est vraiment la transformation de places qui est en cause. Dernier élément qui manque un peu, mais dont je voudrais parler, la question de la corruption. La commission d'enquête sénatoriale avait donné des éléments très importants en disant, le FAST notamment, précisait des chiffres incroyables, 60 000 euros pour un docker, 40 000 euros pour un douanier pour acheter leur complicité. Mais on sait aussi, soyons clairs, que des policiers, des surveillants pénitentiaires, des magistrats, des élus locaux, on a un maire récemment qui a démissionné parce qu'elle a été mise en cause dans une affaire de complicité, peuvent être soumis à ces tentatives. Pourtant, depuis la loi Sapin de 2016, il ne s'est rien passé ou presque dans notre pays en matière de lutte contre la corruption. Il n'y a toujours pas de plan national de lutte contre la corruption depuis plus d'un an. Et moi, j'aimerais savoir, messieurs les ministres de l'Intérieur et de la Justice, quelles sont les mesures prises dans chacun de vos ministères en termes de cartographie des risques et de mesures de prévention de la corruption. En tout cas, évidemment, nous voterons ce texte qui comporte des avancées très importantes. Essayez de respecter votre temps de parole, mes chers collègues. Pouria Amirchaï. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Oui, il est temps que notre pays s'engage résolument et sans trembler contre les violences, les crimes et la corruption générés par les trafics de stupéfiants, d'armes ou d'êtres humains, qui sont la marque de ce que nous appelons désormais le narcotrafic, dont tous les professionnels concernés ont montré durant les auditions l'ampleur et la structuration, y compris capitalistique. Toutes nos villes sont touchées par la grande criminalité organisée et appellent aussi de leur vœu des moyens ambitieux pour démanteler des organisations criminelles qui pourrissent l'État et pourrissent la vie de nombreux quartiers. Ces trafics affaiblissent nos institutions, délégitiment la puissance publique, détruisent le contrat social et augmentent les risques de corruption. Ces nouveaux défis, intimement liés à la cupidité d'un capitalisme débridé et aux abandons de l'État de ses grandes ambitions, méritent certes des approches nouvelles. Et de ce point de vue, oui, à l'instar du parquet national financier qu'avait permis la gauche, la spécialisation de la justice en matière de lutte contre le narcotrafic apparaît comme une nécessité. Nous plaidons pour frapper ce qui constitue le cœur du pouvoir de ces nouveaux criminels, l'argent. L'argent salement gagné, l'argent qui corrompt, l'argent qui tue, l'argent qu'ils ont et qui manque tant à nos besoins. Nous aurions tant à faire
pour doter nos services, tous nos services de police, de renseignement, de justice, mais aussi nos services sociaux et même nos services publics, pour être les premiers remparts contre ces économies parallèles. Mais voilà, malgré quelques approches utiles, la proposition de loi issue du Sénat pose aujourd'hui encore bien des questions graves. En premier lieu, elle élargit le champ de la criminalité organisée, ce qui risque de créer des pertes de temps d'enquête, mais aussi des injustices qui pourront demain viser des collectifs militants, comme ça a été le cas lors des Gilets jaunes ou dans les mobilisations à Bure. Nous avons besoin de permettre à nos enquêteurs de cibler des criminels de haut niveau, de leur donner des moyens de surveillance et de filature adaptés, modernes, puissants, oui, pour viser le haut du spectre, et non de façon indiscriminée des citoyens, parfois victimes de cette grande délinquance organisée. Vous semblez plutôt, messieurs les ministres, pardonnez-moi, mais pris comme par une sorte de névrose orwellienne de contrôle, de surveillance et d'enfermement même, désormais, dont il est quand même démontré depuis Ronald Reagan et même avant, qu'elle n'a en rien empêché le développement des multinationales du crime, parfois même avec la complicité de quelques États voyous. Pêle-mêle, vous proposez déchiffrement de messages cryptés, mettant directement sous surveillance les conversations privées de centaines de milliers de personnes qui n'auront jamais les moyens d'être traitées, mais qui risquent de constituer autant de fichiers. Abaissement des seuils de sécurité informatique qui mettent en danger notre propre sécurité numérique nationale, interception satellitaire, sonorisation et captation vidéo des appareils fixes et mobiles, utilisation des algorithmes de surveillance, bref, des moyens déraisonnables alors qu'il s'agit, au fond, d'aller à l'essentiel. D'autres mesures posent aussi question. Ainsi, ça a été évoqué le dossier coffre, nouvelle procédure ubuesque et sinueuse, qui crée un précédent inquiétant au regard des principes constitutionnels des droits de la défense et de la procédure. Vous le dites vous-même, vous voulez adapter le droit pénal contre le crime organisé en vous inspirant des lois contre le terrorisme. Or, ces lois contre le terrorisme sont des lois exceptionnelles et même, des lois d'exception. On n'était pas nombreux en 2015 à nous y opposer. Il y avait à l'époque des gens de droite plus farouchement défenseurs des libertés. Je pense à Madame de la Rodière ou à Claude Maluret qui, à l'époque, avait, avec moi, pris position contre ce qui était un engrenage dans lequel vous avez mis, pour l'instant, vous semblez mettre les deux bras. Aujourd'hui, vous demandez à étendre les techniques de surveillance et aucune évaluation réelle et sérieuse n'a été faite. Les rapporteurs l'ont évoqué. Je trouve que c'est là une façon cavalière de légiférer alors qu'on n'a jamais, ça a été le cas pour la justice pénale des mineurs, les bilans qui nous permettent de travailler sereinement et de façon documentée. Je nous mets donc en garde, je vous mets en garde contre cette névrose sécuritaire qui nous fait passer à côté de la modernisation de la justice et de ses moyens, de ses équipements, et qui passe aussi outre la prise en compte des populations, y compris dans les territoires ultramarins. En l'état, le groupe écologiste et social souhaite montrer, car ce sera là notre force, que c'est l'état de droit la bonne réponse à la grande délinquance criminelle et non l'effacement de certains de ses principes constituants. Je vous remercie. Merci. La parole est à Blandine Brocard pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres d'État, messieurs les rapporteurs, chers collègues, 49 tonnes, 500 millions de doses, plus de 3 milliards d'euros à la revente, c'est, pour ne parler que de la cocaïne, ce qui a été saisi en France en 2024. C'est le double de 2023, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et on pourrait s'en satisfaire. Mais pour 1 gramme saisi, combien reste-t-il encore en circulation? Les chiffres sont absolument stratosphériques et les quantités faramineuses. Je tiens d'ailleurs ici à féliciter nos douaniers, nos policiers et gendarmes, nos services de renseignement pour le travail formidable qu'ils font. Mais nous législateurs, nous devons les aider à poursuivre, à intensifier la lutte contre ce fléau qui gangrène nos quartiers, nos villes et même nos campagnes, qui détruit des vies, qui sème l'ultraviolence et qui alimente un système criminel tentaculaire. Il nous faut traquer chaque euro, déposséder les trafiquants, détruire leur écosystème, nous attaquer aux réseaux qu'ils utilisent pour le recrutement d'enfants notamment, pour la vente ou pour le blanchiment. C'est à tous ces sujets que répond cette proposition de loi que le groupe Les Démocrates soutiendra, en proposant également quelques mesures concrètes pour en renforcer l'efficacité. Alors, n'en déplaise à certains, nous choisissons en effet la fermeté pour lutter contre des criminels qui prospèrent sur la destruction de vies, sur la radicalisation de la violence et sur la terreur qu'ils imposent. Cette proposition de loi est une réponse ambitieuse et déterminée. Elle renforce les moyens de notre police et de notre justice pour frapper ces réseaux là où ça fait mal, dans leur organisation et dans leur portefeuille.
D'abord, en consolidant l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants, et en créant un parquet national spécialisé, nous mettons fin au millefeuille administratif qui profite aux criminels. Plus de coordination, c'est évidemment plus d'efficacité. Ensuite, en s'attaquant au blanchiment d'argent, nous brisons leur modèle économique. Car la drogue, c'est pas seulement des petits paquets qui circulent dans les halls d'immeubles, c'est aussi des flux financiers massifs, des voitures de luxe achetées en cash et des commerces de façade. Nous frappons aussi là où ça fait le plus mal, dans leur train de vie, avec l'injonction pour ressources inexpliquées et la confiscation des biens d'origine douteuse. Alors oui, d'aucuns considèrent que cette loi est dure et c'est tant mieux, qu'elle est répressive et c'est tant mieux. Parce que face aux narcotrafiquants, il n'y a aucun compromis possible. La tolérance zéro ne doit pas être un slogan, elle doit être une réalité pour nos concitoyens et pour les familles qui n'en peuvent plus de voir leur rue, leur quartier et leur hall d'immeuble transformés en supermarché de la drogue, et aussi pour nos forces de l'ordre qui risquent leur vie chaque jour pour protéger les nôtres. Avec cette loi, nous envoyons un message simple mais inaltérable. La République ne cédera pas un centimètre aux trafiquants qui menacent nos vies, qui menacent nos institutions. C'est un combat vital. Merci. Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les narcotrafics gagnent du territoire chaque année. À la lecture des chiffres, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous parlez de déferlement. Je parlerai, moi, de fléau. En 2025, le narcotrafic est toujours présent dans ses emprises tristement historiques. Il s'est malheureusement étendu aux villes moyennes ainsi qu'aux zones rurales. Nos outre-mer ne font pas exception, ces territoires en faisant office parfois de lieu de transit. Ces narcotrafics qui rendent de trop nombreux quartiers invivables portent une atteinte intolérable à la sécurité de nos concitoyens. Ils peuvent également conduire certains de nos concitoyens à un constat inacceptable pour les autorités publiques, le sentiment d'être délaissés par l'État. En parallèle, la violence liée à ces réseaux criminels s'est désinhibée. Elle est de plus en plus forte, elle ne touche pas seulement les têtes de réseau, mais aussi les délinquants de moyenne envergure et les petites mains. Les trafiquants ont recours à des méthodes de vente toujours plus agressives pour garder ou gagner des parts de marché, et peu importe pour eux le nombre de victimes. Toutefois, alors que les pratiques criminelles se renouvellent, s'organisent et que les trafics de stupéfiants continuent leur expansion, la France n'a pas connu de loi structurante en la matière depuis la loi Perben II du 9 mars 2004. Pour autant, l'État n'est pas resté impotent face à la hausse des trafics de stupéfiants. Le gouvernement d'Édouard Philippe avait fait usage de son pouvoir réglementaire dans le cadre du plan STUP présenté en 2019. Ce plan a permis d'engager des évolutions institutionnelles importantes. Nous nous félicitons d'ailleurs de constater que la présente proposition de loi vise à renforcer les structures créées par ce plan. Le moment est venu pour le législateur de s'emparer de ses prérogatives en matière pénale. C'est pourquoi le groupe Horizon et Indépendants salue le travail réalisé par les sénateurs dans le cadre de la commission d'enquête. La contribution de notre groupe à cette proposition de loi, qui sera structurante pour la lutte contre les narcotrafics à l'avenir, s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, le soutien à des mesures qui soient robustes juridiquement, en particulier au regard de leur conformité à la Constitution. Fermement attaché au respect de l'état de droit, notre groupe proposera des amendements de suppression sur les articles manifestement inconstitutionnels. Il en va de la responsabilité du législateur et de la crédibilité des mesures que nous mettrons à disposition de l'ensemble des acteurs. Dans le même esprit que se pose la question du dossier coffre, parce que nous sommes conscients des enjeux relatifs à la protection des techniques spéciales d'enquête et celles de nos officiers de police judiciaire, le groupe Horizon Indépendant sera dans une proposition constructive. Nous souhaitons que les avancées qui seront actées dans notre Assemblée nous permettent in fine de voter en faveur d'un dispositif protecteur, mais qui offre une sécurité juridique garantie, en particulier au regard des droits de la défense. Ensuite, la proposition d'amendement visant à renforcer le statut des collaborateurs de justice afin d'en faire un dispositif qui soit efficace, mais également juste philosophiquement et moralement. L'inclusion des auteurs de crimes de sang ne correspond évidemment pas à l'idée que notre groupe se fait d'un tel équilibre, et nous nous y opposons. Enfin, le groupe Horizon et Indépendant sera force de proposition. Notre groupe proposera à la représentation nationale des amendements visant à créer une infraction autonome en cas de trafic stupéfiant commis avec une arme, puni de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d'armes prohibées. 80% des parts du narcotrafic passent par les ports. Vous l'avez signalé, Monsieur le Ministre. L'élu d'un grand port que je suis
sera très attentive et est très attentive aux mesures proposées. Et nous proposons en ce sens des amendements pour que ces mesures soient renforcées, mais aussi applicables. Pour répondre par avance à certains de nos collègues qui jugeront ce texte excessif, le groupe Horizon et Indépendants tient à le rappeler qu'il ne saurait y avoir de liberté sans règles. De même que la liberté n'est plus relative si les règles ne sont pas respectées. Et si les règles ne sont pas respectées, l'État doit agir. Restaurer l'autorité républicaine, c'est l'objectif de cette proposition de loi. C'est le moment d'agir et de réagir face à ce phénomène qui peut mettre en péril une partie de notre nation. Merci beaucoup. La parole est à Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Donc si je vois ici une belle unanimité pour lutter contre le crime organisé, le narcotrafic, même s'il y aura sans doute des différences, tout le monde a pris conscience, je pense, de ce fléau, car c'est bien un fléau, et de la nécessité de trouver les moyens de l'enrayer et de le juguler. Alors c'est vrai que c'est un combat qui sera difficile parce qu'on a en face de nous une espèce d'hydre qui est organisée au niveau mondial, qui génère des milliards de chiffres d'affaires, mais également de bénéfices, et qui donc peut arroser largement toute une population. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile de lutter contre ce type d'organisation. Alors, on voit bien que même dans nos campagnes, on a effectivement du trafic de drogue. On a des bandes, quelquefois, qui viennent dans des petites villes, et on voit que ces bandes, aujourd'hui, sont passées à un autre stade, puisqu'elles règlent leur compte à la Kalachnikov, et ça a fait les gros titres d'un certain nombre de journaux dernièrement. Donc, ce texte nous paraît nécessaire. Et il doit mettre fin à une certaine impunité, même si le mot est trop fort, je conviens, mais une certaine impunité vis-à-vis des criminels qui utilisent, on l'a dit, nos enfants pour, en fait, faire de l'argent. Alors, j'avais plusieurs questions. La première, Monsieur le Ministre, vous avez répondu, c'était l'articulation entre, finalement, ce parquet national et les autres parquets. Vous nous avez dit, parce que nous allons avoir des affaires qui seront beaucoup plus nombreuses que dans l'antiterrorisme, et donc il y aura effectivement un choix. Ce choix se ferait en fonction, évidemment, des têtes de réseau, en fonction de l'importance, en fonction de la coordination, y compris locale, en France, je dirais, cette fois-ci, et à l'international. Donc, ça nous paraît effectivement important parce qu'on se demandait un peu comment tout cela allait pouvoir se mettre en place, et en particulier avec le respect des droits de la défense. Parce que nous sommes dans un état de contradictoire, un état de droit, et je pense que c'est important que ce soit bien mis en place. Le blanchiment. Alors c'est un volet où notre collègue Warsmann avait déjà fait voter un certain nombre de choses en commission des lois. Nous sommes favorables à aller plus loin. Alors en particulier, vous avez la fermeture de certains commerces dont on voit bien qu'ils sont là uniquement pour faire du blanchiment. Et ce genre de choses, nous serons attentifs, mais favorables globalement à ces fermetures et à ce que vous proposez pour aller plus loin. Par contre, il y a une série de mesures où nous sommes plus réservés. Alors en particulier sur la question des algorithmes et sur l'article 8 et l'article 8 ter. Nous comprenons bien, évidemment, qu'il faut lutter contre le narcotrafic, mais cela ne doit pas se faire au prix de nos libertés fondamentales. Nous sommes une démocratie, et donc il faut rester avec un certain équilibre. Donc l'article 8 qui autorise le recours à la technique algorithmique et l'article 8 ter qui permet l'accès des messageries cryptées nous paraissent illégitimes, disproportionnés. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné le régime sur la question des correspondances chiffrées. Alors comment justifiez-vous cette mesure eu égard à cette jurisprudence? Si cela conduit à créer des portes dérobées, quel sera le risque pour la vie privée des citoyens qui n'ont, eux, aucun lien avec la criminalité organisée? Et puis bien sûr se posera la question des moyens, parce que souvent, quand on crée quelque chose de neuf, il n'est pas vraiment neuf, c'est-à-dire qu'on prend Apple pour habiller Pierre, et qu'on voit bien que ces moyens sont quand même particulièrement importants. Et j'en termine là, Monsieur le Président, car vous ne m'avez pas encore rappelé à l'ordre, mais j'ai dépassé mes 4 minutes. J'étais perturbé par Roger Vico, qui m'indiquait le lieu qu'il allait rejoindre maintenant. Je ne peux pas en faire.
part publiquement, ce n'est pas possible. Je crois que c'est le Conseil national du Parti socialiste. La parole est à Sophie Rico-Vaginet pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la lutte contre le narcotrafic est un combat pour la souveraineté de notre État et pour la sécurité de nos concitoyens. Cette calamité ne se limite plus aux grandes métropoles, elle gangrène nos territoires ruraux, crée des zones de non-droit et impose sa loi par la violence et l'intimidation. Nous savons que le problème ne vient pas uniquement des grands cartels internationaux, souvent difficiles à atteindre. Il vient aussi des trafics locaux des cités qui sont souvent aujourd'hui l'épicentre du problème. Ils empoisonnent le quotidien des Français, alimentent une délinquance endémique et recrutent des jeunes de plus en plus tôt. Il faut donc briser ces réseaux en les démantelant et en renforçant la répression. Et la création du crime de trafic de stupéfiants en bande organisée est, selon nous, une avancée nécessaire qui devrait s'accompagner d'une réponse judiciaire ferme pour éviter les trop nombreuses récidives. Les narcotrafiquants s'adaptent et exploitent les technologies sophistiquées, cela a été dit, messagerie cryptée, drones, crypto-monnaies, et l'affaire Mohamed Amra l'illustre parfaitement. Son cas démontre l'urgence d'une réponse adaptée, et une urgence adaptée, ce n'est pas seulement arrêter les trafiquants, c'est aussi neutraliser leurs outils criminels, y compris depuis la prison et y compris lorsqu'ils sont en cavale. Le projet de loi prévoit que ces technologies soient utilisées pour lutter contre eux, mais avec quels moyens concrets pour nos forces de l'ordre afin d'adapter réellement leur lutte à ces nouvelles pratiques qui sont très complexes, très agiles et de très haute technicité et qui demandent des compétences notamment informatiques très poussées. Un autre point essentiel, la corruption en milieu carcéral. Il est inacceptable pour nous que nos prisons deviennent des bases arrières du trafic. L'anonymisation des agents pénitentiaires affectés aux détenus les plus dangereux est une nécessité pour les protéger aujourd'hui. Concernant le parquet national anti-narcotrafic, c'est pour nous une avancée essentielle. Il devra avoir la compétence sur les infractions commises en détention pour des trafiquants déjà condamnés, pour empêcher qu'ils ne continuent à diriger leur réseau derrière les barreaux. Et nous proposons également que le PNACO soit implanté à Marseille, qui est, comme vous l'avez dit, concernant les grands ports de métropole, une plaque tournante du narcotrafic international. Ce choix offrirait une liaison efficace avec toutes les juridictions françaises et permettrait de renforcer la coopération avec les GIRS, qui reste un maillon essentiel, cela a été dit, du dispositif judiciaire. Cette implantation stratégique favoriserait une centralisation efficace des enquêtes et une action judiciaire plus rapide. Alors j'ai deux questions, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc quels moyens de financement concrets seront déployés pour permettre aux forces de l'ordre d'adapter leur lutte aux nouvelles technologies utilisées par les trafiquants? Et Monsieur le ministre de la Justice, comment comptez-vous garantir l'anonymisation des surveillants pénitentiaires les plus exposés? Donc soutenez-vous l'implantation du parquet national à Marseille? En tout cas, quel est votre avis sur ce point? Et en conclusion, donc ce texte constitue une réelle avancée, c'est indéniable, mais il existe de nombreux angles morts et je regrette que les deux amendements que j'ai déposés, l'un sur les produits de confiscation comme moyen de financement de cette lutte contre les narcotrafiquants et l'autre sur le renforcement du statut de témoin protégé, aient été déclarés irrecevables. Je vous remercie. En effet, je confirme. Le dernier orateur, c'est l'article 40 en l'occurrence. Le dernier orateur, le président Houllier. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. D'abord, je voudrais rendre hommage, puisqu'on ne tient jamais compte des précurseurs sur ce sujet, au ministre Éric Dupond-Moretti qui avait préparé et annoncé en avril 2024 un texte similaire, et puis au président Buffet de la Commission des lois du Sénat qui, en tant que président de la DPR, avait commis un rapport en 2022 qui reprenait la quasi-totalité des prescriptions qui étaient celles que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discussions sur l'objectif qui est poursuivi par cette proposition de loi, c'est-à-dire porter un coup grave et important au trafic
de stupéfiants et à la criminalité organisée de façon globale. En revanche, il y a quelques interrogations sur les moyens. Et je parle d'abord de moyens puisque j'ai lu avec attention le budget. Je vous avais interrogé sur ce sujet, Monsieur le ministre de l'Intérieur, lors de l'examen du PLF avant la censure. J'ai lu dans le budget que les moyens de la police judiciaire avaient baissé de 9% dans le PF. Et je crois que c'est cette police qui est chargée de poursuivre les criminels que nous visons dans cette proposition de loi. Donc je suis particulièrement inquiet qu'au-delà des moyens législatifs que nous allons voter, probablement, le reste ne suive pas. Je suis aussi un peu interrogatif sur certaines des dispositions qui sont retenues, parce que si l'ensemble du dispositif, qu'il s'agisse de la création d'un parquet national, de juridictions spécialisées ou encore de techniques spéciales d'enquête, qui pour certaines d'entre elles sont justifiées, moi je suis tout à fait satisfait qu'on élargisse les techniques algorithmiques à la question de la criminalité organisée. On l'avait d'ailleurs étudié et élargi dans la proposition de loi que j'avais proposée sur les ingérences étrangères. Je me demande s'il est nécessaire d'avoir une présomption des revenus frauduleux pour l'usager cryptoactif. Je me demande si le statut de collaborateur de justice pour le repenti est susceptible d'en assurer la pleine effectivité pour les personnes concernées. Si l'activation à distance des appareils dans les lieux privés à l'article 15 ter, qui ne fait l'objet d'aucune limitation, est bien judicieuse. De la même façon sur le 16 bis sur les IMSI catchers, avec aucune limite. Je pense qu'elle est appelée à une censure certaine du Conseil constitutionnel. Le rapporteur Vico a dit ce qu'il fallait dire sur la CRPC en matière criminelle. Et puis, je pourrais poursuivre sur l'usage de la vidéoconférence qui a été largement élargie à l'article 2 et dont on sait par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sur la LOBJ, que là encore, il y a peu de doute sur le sort que lui réservera le Conseil constitutionnel. J'ai tout de même une question aussi sur ce que vous aviez déposé comme amendement au Sénat, et notamment sur l'article 9. Vous aviez voulu supprimer, je crois que c'était vous, Monsieur le ministre de la Justice, l'infraction d'association de malfaiteurs en bonne ordre organisée. Je vous rejoins sur le fait qu'elle fait doublon avec certaines infractions et par ailleurs, elle pourrait même les annihiler. Donc je voulais savoir si vous déposerez les mêmes amendements ici devant cette commission. Et pour le reste, je pense qu'en faisant un travail de réécriture qui sera absolument nécessaire, nous pouvons rendre utile, au moins pour les moyens législatifs, cette proposition de loi. Reste encore une fois la question des moyens budgétaires. Merci et toutes mes excuses à Emeline Kerbidi que j'avais oublié pour le groupe GDR. Vous êtes donc la dernière oratrice, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Vous m'avez oublié, mais il se trouve que le texte a un petit peu oublié les Outre-mer aussi, donc ça fera le lien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, fini le trafic de drogue. Donc la problématique a désormais pris une telle ampleur sur l'ensemble de notre territoire que nous l'appelons désormais narcotrafic. Et comme les mots ne suffisent pas, voilà notre commission saisie de 2 textes d'ampleur dont le but est d'accentuer la lutte contre ce fléau et de doter nos institutions des moyens à la hauteur des enjeux. Soyez rassurés, nous partageons bien évidemment ces objectifs. La proposition de loi se traduit sur le plan législatif en grande partie par les recommandations du rapport d'enquête présenté au Sénat en mai 2024. Et nous avons sur les 2 textes un bon nombre d'interrogations, voire des inquiétudes. Tout d'abord, sur la création du parquet national, nous saluons bien évidemment la volonté de coordination des services. Nous redoutons néanmoins l'hypercentralisation qui a souvent tendance à se transformer parfois en parisianisme exacerbé, faute de coordination suffisante et de moyens alloués dans chaque juridiction ou sur le terrain. Or, la lutte contre le narcotrafic implique une bonne connaissance du terrain. Il faudra donc que les moyens suivent. Nous sommes également assez circonspects du glissement opéré au Sénat entre parquet national de lutte contre le narcotrafic vers un parquet national anticriminalité organisée, dont la mission semble plus large et interroge donc son efficacité et sa spécialisation pour un peu qu'il en reste. La création de ce parquet, bien évidemment, ne pourra pas se faire à effectif constant, sauf à créer une coquille vide dénuée d'efficacité. Et donc, nous nous interrogeons quels moyens nouveaux seront affectés à ce nouveau parquet national. Concernant les autres mesures, les outils de lutte et de procédure, nous saluons bien évidemment la volonté de viser le haut du spectre, de s'attaquer au blanchiment, de prononcer le gel des avoirs, la confiscation des biens issus du narcotrafic. Mais là encore, pour être efficace, il faudra allouer des moyens significatifs aux forces d'enquête et accroître les moyens humains. Or, le budget que nous n'avons pas eu l'occasion de voter ne semble pas en prendre le chemin. Autre source d'inquiétude que nous inspire ce texte, le recul des libertés et droits fondamentaux, la fragilisation de notre état de droit, d'autres l'ont dit avant nous. Je pense notamment à l'institution du dossier coffre, aux techniques algorithmiques, à la réforme du régime des nullités, qui signe une remise en cause du principe du contradictoire, une certaine banalisation des atteintes portées à la procédure pénale et aux libertés individuelles.
De manière plus générale, on peut peut-être regretter que la vision du texte soit principalement répressive et qu'il n'y ait pas beaucoup de mesures, voire aucune, concernant la prévention. Et puis, je l'ai dit d'entrée, mais permettez-moi de manifester mon indignation concernant le chapitre 2 du titre 4, bien mal nommé « Lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer », qui ne traite pas de la question du narcotrafic dans les Outre-mer, sauf à prétendre que le phénomène des mules est endémique à nos territoires, ce qui, vous savez, est particulièrement faux et réducteur. Il y a même certaines mesures présentes dans le texte qui nous semblent inadaptées aux territoires d'outre-mer. Je pense notamment à la création d'une peine complémentaire d'interdiction de voyager à l'encontre des mules. Cela aboutirait à leur retenue sur le territoire de leur arrestation. Ramener à nos territoires, c'est une forme de rétablissement du bagne pour ceux, souvent celles, que vous appelez les mules et qui sont généralement des victimes d'un véritable trafic d'êtres humains. Ce dont ont besoin les Outre-mer sont des moyens supplémentaires affectés à la justice et à l'intérieur, quand on sait que ces territoires, à population égale, comparativement à l'Hexagone, sont déjà largement sous-dotés. Puisque ce chapitre consacré aux Outre-mer est manifestement pas fini, quelles mesures spécifiques comptez-vous réellement prendre ? Vous avez dit, nos interrogations sont nombreuses. Nous comptons sur les débats nourris au sein de notre commission pour éclairer notre position. Et nous porterons une attention particulière à l'équilibre indispensable entre le respect de nos libertés fondamentales et notre État de droit et la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants. Nous ne sommes pas prêts à tout brader pour lutter contre ce fléau, aussi dangereux soit-il. Voilà pour les temps forts de cette audition de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Vous avez vu, les questions sont très nombreuses. Il y a beaucoup de débats sur cette proposition de loi qui vise à lutter contre le trafic de drogue en France. Vaste projet et la lutte n'est pas encore gagnée. En tout cas, le texte va poursuivre son cheminement législatif. Après son examen en commission, il arrivera dans l'hémicycle. Ce sera le 17 mars prochain et ce sera bien sûr à suivre sur LCP. Très bonne suite de programme et à très bientôt.